Toujours sur les routes, de chemin en chemin, éternel vagabond coûte que coûte, nous repartons vers d'autres lendemains, enfants de la vallée, amoureux du grand air, nous avons notre étau pour capitale, pour clocher l'univers. Un jour nous venons au monde sur les grands chemins, et nous entrons dans la ronde, c'est notre destin, sans répit par tous les temps, sous la pluie dans le vent. C'est une enquête documentaire qui commence à l'été 2010, en Charente, à Angoulême. De chemin en chemin, éternel vagabond coûte que coûte, nous repartons vers d'autres lendemains, enfants de la valeur. L'enquête nous mène d'abord à cet homme qui nous entraîne dans ce bâtiment inaccessible au public depuis 15 ans. Pour clocher l'univers. Dans le silence presque sépulcral de ce hangar, l'homme nous fait faire une découverte inattendue. Elle va mettre en lumière, au fil de notre enquête, un trésor insoupçonnable. L'homme nous a dit être venu, plus ou moins régulièrement depuis 15 ans, épousseter ces appareils qui sont toute une partie de son histoire et de celle du cinéma forain. Et alors l'appareil sur lequel vous êtes installé là, il vient d'où par exemple? Oh, ça vient de Chironnet. Ça vient de Chironnet, ça. Parce qu'ils se ressemblent tous, ça, ceux-là. Celui-ci vient de chez moi. Il vient des Deux-Sèvres. Brioude-sur-Boutonne. J'ai été déménager le cinéma là-bas, puis ça a été vite fait. Et tout ce qu'on voit ici, combien il y a d'appareils comme ça? Je dirais 200, je ne serais pas loin du compte. Oui, dire 200. Nombre de bobines, alors là, je ne peux pas vous le dire, il y en a. Il y en a là, il y en a partout. Et vous êtes l'un des collectionneurs qui a accumulé cette collection? J'ai participé. Parce que mon copain est décédé. Votre copain, c'était qui? René Charles. Et quel est votre nom? Guy Gourceau. G-O-U-R-S-A-U-D. C'était une ancienne usine, ça. Aïe, aïe, aïe. Ah ben, il y a longtemps. Ouh, ça fait bien 8 ans que je n'avais pas mis les pieds ici. Voyons, c'est des films, comment ils sont, s'ils se sont conservés ou pas. Oh, j'arrivais pas à ouvrir la boîte. Ah, bonne surprise, celui-ci, il est bien. Et c'est un lumière par-dessus le marché. Nous accueillons Madame Pierrette Charles. Ça, par contre, mauvaise rencontre. Une mauvaise rencontre. Épouse du collectionneur René Charles, disparu en 2006, elle redécouvre des éléments familiers. Ah, ah, quelle horreur. Eh bien ça, pour une mauvaise rencontre, ça l'est. Hein. Au propre et au figuré. Celui-ci, c'est... Donc qu'est-ce qui se passe là? Ah, il sent le vinaigre. Alors ça, c'est un film acétate qui manque d'aération et tout. Il a tourné au vinaigre. Et maintenant, il est mort. Mort. Il ne doit plus y avoir... Non. Regardez. Voilà. Alors, c'est pire que le nitrate, parce que le nitrate, il se décompose, mais finalement, ils ne sont pas aussi mauvais.
Ah là, on en prend. Ah, quelle horreur. Ah, dis donc, mon cher mari t'en ferait une jaunie si tu voyais ton film. Bon, allez, on ferme. René Charles, près de son musée du cinéma à Chadury, en Charente, en 1993. Sur ces images d'archives, il examine un lot de films forains, films nitrates, inflammables et endommagés. L'enquête prend corps dans ce cabinet de curiosités contemporain. Forêt mécanique. Parmi ces machines endormies est l'accumulation de ces objets hétéroclites. Éveillés par les voix de Guy Gourceau et de Pierrette Charles, ils révèlent progressivement leur raison d'être, leur histoire, une histoire de cinéma. Le hangar retient ses fantômes, des témoins viennent à leur rencontre, la forêt se met en marche. Le premier témoin, Laurent Manoni, auteur en 2004 d'un rapport d'inventaire sur la collection Charles et Gourceau, apprivoise les fantômes. En fait, René Charles était très connu dans le milieu des collectionneurs d'appareils et de films cinématographiques depuis longtemps, puisque lui-même travaillait aux archives françaises du film, enfin, aux archives du film à l'époque. Alors, c'est un personnage assez étonnant parce qu'il était collectionneur de films, il avait déposé sa propre collection aux archives du film, je crois même qu'il était le déposant numéro 2, et il avait apporté toute sa collection de films forains notamment, ce qui était très précieux, et donc à cette époque il collectionnait déjà des appareils. Et puis on a su effectivement qu'en 1996-95, à l'occasion du centenaire du cinéma, cette collection avait été, la collection d'appareils et de films donc avait été acquise par la Charente, et qu'elle se trouvait désormais à Angoulême. Alors heureusement, la collection reste là, elle est là, elle est toujours là, vous la voyez ici, préservée dans son état d'origine. Les films aussi sont toujours là naturellement. Et puis la collection a été augmentée par un autre collectionneur, M. Courceau, qui a lui aussi apporté des pièces intéressantes, surtout dans le domaine des appareils. Et donc ces deux fonds, à l'heure actuelle, forment certainement l'un des ensembles les plus intéressants sur les débuts du cinéma forain en France. Il faut savoir d'abord que le cinéma forain, c'était une attraction foraine en quelque sorte. Hein. Exactement comme le manège de Chaudebois ou le marchand de Tombola, tout ça. C'était une attraction foraine. Alors, les forains, comme c'était déjà du voyage, on leur vendait les copies au lieu de louer des copies de films. Alors, ces films, quelques forains les ont conservés, d'autres malheureusement, après un certain décret, après 1953, qui interdisait tout stockage et manipulation des films nitrates, dangereux, bien, il y en a quelques forains qui les ont détruits, et d'autres qui sont passés outre et qui les ont quand même conservés. Et alors, à ce moment-là, je pense que ces forains-là devraient être décorés. Pour avoir désobéi à la loi, en somme, on devrait décorer ces forains-là. Parce que c'est grâce à eux, c'est grâce à ces forains-là qu'on retrouve des films définitivement perdus. Alors le métier de forain, naturellement, existe bien avant l'invention du cinématographe, mais c'est vrai que les forains se sont emparés de l'objet cinématographe avant tous les autres, si je puis dire, avant les propriétaires de salles sédentaires. Et au fond, ce sont les forains qui ont fait le cinéma. Et c'est grâce à eux que le cinéma s'est répandu, non seulement en France à très grande vitesse, mais à travers toute l'Europe et tout le monde entier. Alors, il faut imaginer quand même la vie difficile du forain, qui voyageait un peu par tous les temps, à travers les campagnes, parfois les montagnes. Il fallait l'imaginer arriver dans le village avec le klaxon pour annoncer la venue du cinématographe.
Et il est arrivé que des forains fassent des petits films courts lorsqu'ils arrivaient dans des villages et qui projettent le film le soir, et ce qui évidemment plaisait beaucoup au public local, puisque les gens revoyaient leur propre place ou leur propre sortie de mariage le soir même. C'était évidemment quelque chose de considérable. Enfin, ils se sont emparés donc des films qui étaient vendus par les grands éditeurs, comme on disait à l'époque, pour propager ce nouvel art à travers les campagnes. Mais ils y ont incorporé quelque chose que les industriels du cinéma ne pouvaient pas faire. Ils y ont incorporé une dimension de spectacle vivant, qui est très importante, je trouve, et je pense, qui a complètement disparu de nos mémoires collectives. Non seulement le spectacle cinématographique était souvent encadré d'autres spectacles, mais en outre, il était vivant, accompagné de sons, de musique, de bruitage, d'autres effets éventuellement optiques. C'était une création, en quelque sorte, qui souvent changeait de village en village, dont on a du mal aujourd'hui à comprendre la portée, puisqu'on a vraiment perdu la notion de ce que pouvait être le cinéma muet de cette époque, qui en réalité n'était absolument pas muet. La tempête avec la grêle et le vent. La sirène du bateau. Éric Lange, deuxième témoin. Collectionneur spécialisé, adorateur de fantômes et amateur de curiosités. Connaît la collection Charles depuis 18 ans. Disque de cire. Qu'est-ce que c'est, ça ? Ça, ce sont des disques de cinéma sonore. C'est-à-dire qu'au début du parlant, certains films avaient leur son sur disque. Donc c'était un procédé un petit peu rudimentaire. Il fallait synchroniser le son du disque et de l'image. Donc c'était un petit peu archaïque, et ça n'a d'ailleurs pas duré très longtemps. Et là, c'est quelques courts-métrages français. Une société qui s'appelait Synchro France et qui a fait une quinzaine de courts-métrages à la fin des années 20, au début des années 30. Et tiens, voilà d'ailleurs les programmes. Donc, je pense que René Charles avait dû récupérer tout le lot. Donc avec des numéros de music-hall, le trio Morgane, Scène et chants de marin. Ce soir, la Société française des films parlants, chantants et sonores présente les grandes attractions Synchro France. Tout un programme. Troisième témoin, Maurice Girard examine une pièce essentielle du cabinet de curiosité. Attention à la tête, Pierrette. Merci. Voilà. Voilà, Bon. c'est bon. En voiture. Alors, en voiture, comment ça se fait que le volant est à droite ? C'est une anglaise ? Ça vous étonne. Hein. Plutôt, oui, parce que moi, j'ai pas l'habitude. Oui, c'est vrai que ça peut Même être- dans les vieilles voitures. Vous savez pourquoi en fait, et on l'a longtemps gardé le volant à droite, parce qu'en fait, c'était l'habitude qui est restée des cochers de surveiller le bord du trottoir. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc c'est resté longtemps à droite. En fait, ça a changé une fois que les voitures ont pris de la puissance. Donc le volant est passé à gauche. Et quand on a eu besoin de doubler les plus lents. Ah, voilà. Alors, moi, je pense que René Charles a dû... ces fameux klaxons à trompe, est-ce qu'ils étaient sur la voiture Non, à ce l'origine n'était pas possible. Vu l'état où il l'a récupéré, Oui. ça n'y était pas. Mais enfin, il y avait les emplacements pour les mettre, Oui. pour qu'ils Ok. les remettent. Donc, alors, qu'est-ce qui est vrai dans cette voiture? Sur Ah le tableau ben, de bord, peut-être la plaque. la plaque de la marque de la voiture, et puis après les propriétaires de la voiture. Puisque en fait cette voiture donc a servi Pour le cinéma. Pour le cinéma, pour les tournées des frères Vincent, donc à partir de Ah ben ça, je ne peux pas vous dire, je ne connais pas l'historique. 1920-1925. Enfin, Oui, c'était l'époque des oui. tourneurs. Exactement. Donc à l'époque pour le cinéma muet et après pour le cinéma parlant avec Oui, oui. la belle publicité qu'on a Il y sur avait la remorque sonore. arrière. Il y avait sonore.
sonore avant le parlant. Oui. Il faut savoir que cette voiture, il fallait qu'elle soit lisible. Elle attirait, d'ailleurs, votre mari m'avait mis sur un petit mot que quand elle arrivait dans les villages, les gosses couraient partout, tout autour. Ah oui, parce qu'elle était reconnaissable. Parce qu'elle était quand même reconnaissable. Donc, bon, on y va route alors. Oui. En route. Magnétique. Chaque nuit, nos voyages. Magnétique, magnétique. Magnétique. Alors, Laurent Manoni, quelle est l'importance d'un vieux taco comme celui-ci dans la collection René Charles? Alors, écoutez, à ma connaissance, il en subsiste très peu de ce type de véhicules dédiés, enfin transformés par des forains, surtout au début des années 30. C'est vraiment une pièce unique, tout à fait étonnante. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur cette automobile. On sait que donc les forains véhiculaient leur matériel à travers toute la France. À l'arrière, il y avait les films, il y avait le projecteur, et puis il y avait le groupe électrogène. Parce que la plupart du temps, dans les années 20, 10, 20, 30, encore même en 1930, certains villages n'avaient pas l'électricité. Alors ils projetaient à la mairie, dans des salles de classe, parfois même en plein air, s'il faisait beau la nuit. Mais il y avait toujours le danger du film nitrate qui pouvait s'enflammer. Donc c'était quand même un métier assez périlleux. Et il faut saluer tout de même la mémoire de tous ces pionniers du cinéma qui ont eu un rôle énormément influent pour la propagation du 7e art dans les campagnes, à l'époque où il n'y avait évidemment pas de télévision. Rongé par les nuits. Et je veux dessécher par les nuits. Dessécher par les nuits. Zoom. Quatrième témoin, Bertrand Desormeaux, en funambule, à l'évocation de René Charles, suit un nouveau fil fantomatique. Je pense que la première rencontre a dû se faire chez lui, à Chadury. C'est une espèce de double rencontre. C'est une rencontre assez... dans ce lieu extrêmement petit. Il y avait une accumulation extraordinaire de matériel. Et là, c'était très, très, très impressionnant. Et puis, c'est un peu différent, mais l'autre, ce sont les chats. Il y avait des chats partout, des chats en plâtre, des chats sur les murs, des chats... et donc, il y avait une relation à l'animal qui n'est pas inintéressante non plus. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est-à-dire qu'à la limite, à travers l'animal, est-ce qu'on ne peut pas rejoindre les travaux de Maybridge, de Marais? Enfin, vous voyez, tous les travaux qu'a fait Étienne Jules Marais sur le saut du chat. Est-ce que le chat il retombe sur ses pattes ou il ne retombe pas? Et mine de rien, je ne sais pas si René était évidemment conscient de tout ça, mais moi, ça m'avait beaucoup intéressé, cette partie-là. Parce qu'on était dans une partie du cinéma qui est évidemment le cinéma amateur, mais le cinéma forain, avec la collection Charles. Et puis ce rapport à l'animalité, qui est très très intéressant dans l'histoire du cinéma et dans l'analyse du mouvement. Il y a des rapports très très étranges. De toute façon, il y a l'animal, il y a aussi faire ressortir tout ce qui est de l'ordre du disparu, du spectre, du fantôme. Enfin, le cinéma est habité par tout ça. Autrement, il n'y aurait pas de cinéma. Et alors là, vous êtes à côté d'un fantôme, finalement, ce conteur décamétrique. En tant que fantôme, il vous parle de quelle manière ? Ben là, on est là, avec le compteur décamétrique, on est dans un passage extrêmement précis de l'histoire du cinéma. Donc, on est aux alentours entre 95, enfin un peu après 95, bien entendu, au moment où le cinéma devient une industrie, avec Gaumont, Pathé en particulier, et on peut peut-être même aller jusqu'à la période de la fin des années 1900, enfin 1906-1910. Vous allez chez Pathé ou chez Gaumont, et donc on va vous vendre tant de mètres de films. Et donc le forain, ensuite, est propriétaire de ce métrage. Alors ça peut évidemment être... ça peut être aussi parfois assez curieux, parce que si vous n'avez plus assez d'argent, la personne qui va vous vendre le film va s'arrêter. Et si vous vous arrêtez, la chute, par exemple, vous ne l'avez pas. Donc vous avez des fragments.
Donc le forain lui-même va projeter peut-être des fragments. Et il va peut-être même mettre un fragment, un autre fragment, un autre fragment. Et là, vous aurez une idée de continuité, et en même temps de continuité, de discontinuité. C'est-à-dire que là, on est dans l'écriture filmique, mais on est dans une écriture filmique qui est de l'ordre quasiment d'expérimental. On n'est pas dans une écriture filmique composée par un metteur en scène. De toute façon, il n'y a pas de metteur en scène à ce moment-là. Le mot de metteur en scène n'est pas encore là. Tout ça, ça n'existe pas. Donc, on est dans un endroit où le cinéma, le film, est un genre de sans mauvais jeu de mots, comme Pâté qui est fils de charcutier. Bon, on vend des saucisses, quoi. On vend tant de mètres de saucisses. Nous sommes ici. Altérés, rouillés. Pâté frère, Pâté national. Super simplex, Jacosini. Pâté baby, Molteni. Rouillé, Pâté baby, Kouroudi, Gaumont, Aubert. Nous sommes ici. La litanie des noms des vieux appareils éveille notre curiosité. Voyage dans la forêt mécanique et découverte de spécimens forains. Alors, on dit souvent que le projecteur devant lequel on est le clou de la collection Charles et Gourceau. Pour quelle raison ? C'est vrai, le cinématographe Lumière est toujours un appareil symbolique dans l'histoire du cinéma, très important pour l'histoire du cinéma. C'est un appareil toujours très recherché par toutes les cinémathèques du monde entier. Donc c'est un appareil qui a de la valeur historique et puis de la valeur tout court. Donc c'est bien qu'il soit là. C'est Guy Courceau qui l'a trouvé. Alors en plus il est intéressant parce que c'est l'un des derniers appareils Lumière qui ait été produit, parce qu'il porte le numéro 398. Et on sait que ce n'est guère allé au-delà. Donc c'est un appareil qui arrive un peu à la fin de la série produite notamment par Jules Carpentier, qui était le fabricant pour Lumière. Alors au point de vue du cinéma forain, ce qui est intéressant entre les frères Lumière et le cinéma forain, c'est un peu l'histoire d'une rencontre ratée en quelque sorte. Puisque comme vous le savez, les frères Lumière ont gardé l'appareil, le cinématographe Lumière pour eux. Ils l'ont envoyé dans le monde entier, ils l'ont confié à des opérateurs très habiles, mais a priori, ils n'ont pas voulu le vendre durant toute l'année 1896. Et c'est qu'à partir de mars 1897 que la machine a pu être vendue commercialement, et notamment auprès des forains. Sauf que les forains n'ont pas attendu que Louis Lumière se décide. Ils se sont alimentés vers d'autres fabricants, notamment très habiles, notamment en France, pour faire du cinéma de leur côté. Bon, toujours est-il qu'en 1897, un forain pouvait acheter le cinématographe Lumière, faire des films, les tirer, puisque l'appareil a une triple fonction. C'est une caméra, c'est une tireuse et c'est une projectionneuse de film. Alors c'est un appareil qui fonctionne toujours, un mécanisme à griffe, qui projette du film lumière avec une perforation spéciale, un trou rond de chaque côté de l'image. Cet appareil, on va le faire fonctionner. Donc il est équipé d'un obturateur à réglage variable et il a une manivelle donc, qui permet à la fois de faire avancer le film et de faire avancer l'obturateur naturellement. Alors, Éric Lange, quel est de votre point de vue l'authenticité de cette pièce ? C'est vraiment un poème, ce projecteur, parce que c'est vrai que c'est une idée géniale, quoi, de pouvoir produire l'électricité, faire marcher le projecteur en pédalant. C'était trop beau pour René Charles, donc il fallait absolument qu'il en ait un dans son musée. Et quand je lui en avais parlé, je l'avais vu, j'ai trouvé un petit peu bizarre. Il m'avait dit si, j'en ai trouvé un, c'est tout bon. Moi, il était un peu abîmé, donc j'ai remplacé quelques pièces. Mais quand on cherche, il n'y a absolument rien d'origine, évidemment. Puisque le projecteur qui est soi-disant 1901, modifié 1903, alors qu'en fait le Lumixix c'est un appareil qui a été breveté par Gaumont en mai 1921, donc beaucoup plus tard. Mais c'est typiquement une idée foraine, quelque chose de totalement ludique et merveilleux. Je crois qu'il était très fier de son Lumixix, et c'est vrai que ça a dû lui demander beaucoup de travail. Je sais qu'il avait fait refaire la roue chez un charron du village. Je crois qu'il était très fier de ça, et puis c'est vrai que c'est spectaculaire quand on ne connaît pas et qu'on voit tous ces appareils. C'est une pièce qui sort vraiment de l'ordinaire, donc il s'en servait, il montait dessus, il pédalait, il faisait une démonstration du mécanisme, puisque ça tourne évidemment. Mais il y avait pas, la lumière ne marchait pas, donc il ne faisait pas de projection de film avec, il faisait juste une petite démonstration du mécanisme. Alors il grimpait là-dessus, et puis bien agrippé,
En route. Je l'ai retrouvé chez un forain du côté de Jarnac, en Charente, avec 2 ou 3 films, Charlot, plus Double Pâte et Patachon, que j'ai payé le total 50 000 francs anciens, ce qui ferait 500 francs maintenant. C'est pas cher. J'ai réussi à baisser les prix parce que toute la boiserie était pourrie entièrement. Et j'ai refait la boiserie à l'image de la photographie que je détenais du projecteur. Donc tous les appareils méritent une explication, mais il y a certains appareils qui sont plus énigmatiques que d'autres. Alors, cet appareil pose une multitude de questions. Pourquoi est-il là? À quoi servait-il au juste? Alors, au fur et à mesure qu'on regarde les plaques, on trouve des explications. Et c'est ça qui est intéressant avec toutes ces machines, c'est que si on cherche, on trouve toujours des choses. Si on regarde les plaques, on s'aperçoit qu'il y a une date, 1938. On s'aperçoit qu'il y a des publicités pour des magasins du Havre. Par exemple, si vous voulez acheter le tandem Quick, à l'Office du tourisme, à la Cour de la République, vous pouvez y aller encore, peut-être. Il y a aussi de la publicité pour des films, Le Petit Chose avec Arletty. Et puis aussi, une question qui se pose à cette époque, sommes-nous défendus? Alors, il est possible que cet appareil ait fonctionné dans des magasins, puisque la publicité automatique, animée par l'intermédiaire de plaques de verre ou par l'intermédiaire de la pellicule, était utilisée dans les grands magasins, dans les vitrines, le soir, c'était courant. Et c'est lié même aux origines aussi du cinématographe. C'est apparu très tôt de faire des projections publicitaires dans la rue en pleine nuit. Mais c'est peut-être aussi simplement un appareil de cinéma dans le sens où certaines salles de province projetaient de la publicité, mais même à Paris aussi, et on sait qu'il y avait des appareils automatiques comme ça qui projetaient des publicités ou des vues locales ou des références de fêtes, des photographies d'événements locaux entre chaque film ou pendant l'entracte ou avant le film. Donc voilà, un appareil tout à fait étrange. Personnellement, je ne connais que cet exemplaire. Un appareil qui a une facture intéressante, qui a une certaine complexité technique et voilà, qui a le mérite d'être présent dans cette collection. Alors, est-ce que vous pouvez me parler de ce pâté-coq 1912 qui ressemble... on a l'impression qu'on a affaire à... C'est une machine à coudre. Eh ben non, c'est un projecteur dit de salon. Alors je suppose qu'à l'époque, c'était les personnes assez fortunées qui étaient fans de cinéma qui achetaient ça. Mais a donc un format non, comment dirais-je, non professionnel. Et celui-ci, j'ai eu un coup de cœur pour ce projecteur. Enfin, le capot, disons. Parce qu'il y a un beau coq avec le soleil, là, ses rayons. Parce que le mécanisme, je n'y connais rien. Mais j'avais eu un coup de cœur, donc je l'avais acheté parce qu'il y a un recto verso. De l'autre côté, il y a un autre coq avec sa marque, Kaoka. Mais qui n'est pas négligeable non plus comme décor. Mais pour moi, c'est le dos. Et puis, alors, sous la boîte et sous la boîte, voilà le projet. Puis, quand le mari a vendu toute sa collection, il ne m'a pas demandé mon avis. Hop, il a fait tout partir. Bon, tant pis, quoi. Parce qu'il n'y a pas que des appareils de projection muets ici, il y a aussi des appareils de projection de films sonores. Ce qui montre aussi que les forains ont continué à accompagner le cinéma, les débuts du cinéma sonore, en adoptant donc les nouvelles technologies. Et donc cet appareil est particulièrement intéressant. C'est un appareil américain, un simplex, qui a été fabriqué à la fin des années 20, mais qui a bénéficié de la toute dernière technologie fabriquée par la Western Electric. La Western Electric proposait deux systèmes de projection sonore. Il y avait ce qu'on appelait le Vitaphone, qui était un système à disques, avec des grands disques qui fonctionnaient en synchronisme avec la projection de film. Et il y avait le système photophone, donc, qui figure ici. Donc c'est une cellule photoélectrique qui lit une piste optique qui était inscrite sur la marge de la pellicule. Et en fait, ce qui est intéressant, naturellement, c'est que
entre le système Vitaphone et le système photophone, il n'y aura pas photo, si on peut dire. C'est le photophone qui va s'installer définitivement, parce que le système à disque était beaucoup trop compliqué. Il fallait toujours surveiller le synchronisme. Et si jamais le synchronisme était raté, il y avait vraiment un gros problème de projection et de son sur l'écran. Ce projecteur, donc c'est le mari qui l'avait fait acheter par ses parents. Et quand j'ai connu le mari, j'ai découvert qu'il y avait ce projecteur. Mais je vous dirais franchement que si j'avais su, il y en avait autant, après par la suite, le mari, il aurait dit adieu. Parce que moi, je serais partie en... Et alors, Urban Bioscope 1901, c'est un appareil de quelle nationalité ? Anglaise. C'est anglaise. Hein. Et la manivelle tourne toujours, Guy ? Toujours. Vous pouvez nous montrer ? Oui, bien sûr. Vous faites le projectionniste, hein. C'est votre métier. Moi, je ne le suis pas. Voilà, ça se voit, elle a du métier. Hein. Et qu'est-ce qu'il fallait chanter ? Sombre et Meuse. Sombre et Meuse. Voilà. Ça donnait le rythme ? C'est pour donner le rythme, oui, pour que ce soit toujours pareil. Et puis que ça soit chanté. Ça parlait pas, mais il chantait. Vous vous souvenez de la chanson ? Non. Non, mais il y avait des... Nos ombres en dédale. En dédale, en dédale, en dédale, en dédale. Nos ombres en dédale. En dédale, en dédale. Et le reflet fera un reflet sans relief. En dédale. Reproductible, sans relief. En dédale. Reproductible. On a rencontré René Charles en 92, je crois, ou 93. On venait juste de créer un spectacle qui s'appelle Retour de flamme. Et on recherchait des films un peu rares, des petits courts-métrages qu'on pourrait présenter, qu'on pourrait restaurer d'abord. Et c'est vrai qu'on a eu connaissance de René Charles. Donc on est allé le voir, et puis effectivement on est arrivé au milieu de toutes ces bobines. Et c'était vraiment, on était comme des enfants dans une boulangerie, quoi. Il y avait plein de choses qu'on avait envie de découvrir, de manger, quoi. On voyait des titres fabuleux, on regardait. Alors des fois c'était une bonne surprise, des fois c'était une mauvaise surprise. Il y a eu de tout, quoi. C'était des grands souvenirs. À Saint-Séverin, en Charente, sous un énorme tas de paille, au-dessus d'une étable, le forain avait abandonné son stock de films. Alors, heureusement que c'était l'été, en plein été. Charles s'est mis en torse nu pour dégager la paille. Et puis alors, lorsque j'ai touché les boîtes au fond de la paille, alors là, j'étais heureux. Enfin, les voilà. Alors, il y avait tout un tas de boîtes, au moins 200 boîtes. Et j'ai sorti tout ça. Et dans les boîtes, le film est absolument intact. En fait, dans la collection René Charles, c'est assez étonnant parce qu'il y a beaucoup de choses quand on les voit comme ça à premier abord, on se dit mais qu'est-ce que c'est ? Et c'est très difficile de savoir parce qu'en fait, c'est lui qui donnait des titres. Dans la majorité des cas, alors il y a effectivement des grands classiques, L'île humaine de Marcel L'Herbier, ça on voit tout de suite ce que c'est, le grand refrain aussi. Mais sinon, tous les petits courts-métrages, c'est lui souvent qui donnait les titres aux films. Soit parce qu'il avait trouvé des films pas complets, des copies sans titre, ou alors il avait refait ses montages aussi, donc c'était un petit peu le mystère. Il y avait vraiment de tout dans cette collection, quoi. Un matin, un cinquième témoin, Danielle Iblot, directrice de Trafic Images, exhume un inventaire forain singulier. Surprise fantôme de la collection filmique. Et en fait, ce sont les catalogues que René nous avait confiés à un moment donné où on était chargé de faire l'inventaire de cette collection. Alors, il constituait des catalogues, ça, on a le catalogue numéro 2, qu'il enrichissait avec des photos, des articles de presse, des fiches. Donc, il constituait son archive en inscrivant donc des titres. Il donnait des numéros. Quelquefois, on a l'année, on a le métrage, on a les sources, on a le contenu. D'autres fois, on a plus ou moins d'informations sur les versions en question, sur la nature de la production, sur l'année éventuellement de tournage. Mais c'est des documents qui sont très intéressants parce on peut suivre comme ça quand même au fil du temps, à travers ces catalogues, l'enrichissement de la collection.
Alors, c'était assez rigolo de voir, quand on fait cet inventaire, de voir qu'à la fois, il a cette attitude très scrupuleuse de bien vouloir noter à chaque fois, de documenter, de cataloguer, d'enregistrer une information d'archive. Ah oui, alors Par exemple, dans les catalogues, il figure en bonne place, c'est un beau militaire. Vous êtes un petit peu plus sombre, mais c'est en 38-39 votre photo d'école. Hein. Alors, il mélange toujours comme ça le matériel, les sources. Il m'aurait dit, j'aurais hurlé. Donc, il n'y a rien à voir là-dedans. Donc, il fait œuvre d'archiviste. Hein. En même temps, il intervient sans arrêt et sur la pellicule et sur le matériel. Et il essaye, je ne sais pas s'il essaye, mais dans sa nature profonde, il y avait vraiment une pulsion artistique qui faisait qu'il fallait qu'il soit très créatif à chaque fois dès qu'il touchait quelque chose. Fasse quelque chose et posséder. C'est-à-dire qu'il mettait sa griffe pour dire ça sera davantage à moi. C'est en ça qu'on peut dire que finalement, il a tout à fait sa place parmi les artistes contemporains plasticiens qui détournent, rajoutent, détruisent, recomposent, collectionnent, amassent. Parce qu'on peut le voir comme un collectionneur compulsif, c'est-à-dire qui amasse toute sa vie, avec tous les aspects de la collection, hein, le côté maniaque, le côté j'accumule. Maniaque, non, mais c'est j'accumule. Je veux avoir plus que les autres. Alors, il y a toutes ces approches possibles. C'est le facteur cheval du cinéma, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il est ce que le facteur cheval est à l'architecture, lui au cinéma. Donc, il n'y a pas un registre art brut du cinéma, mais c'est un vrai artiste. Ce serait plutôt à comparer à Pic-Assiette. René avait une passion du dessin animé directement sur la pellicule. Il faisait lui-même des dessins animés. Donc, il récupérait de la pellicule vierge et puis il faisait ses petites animations. Il avait fait une série avec le thème des pieds nickelés. Et puis un jour, effectivement, on trouve, en ouvrant une boîte, comme ça, on voit un film, La chasse à la girafe en Ouganda. Donc une magnifique copie d'un film des années 10, un documentaire colorié au pochoir. Et puis dans les premières images, qu'est-ce qu'on voit en regardant comme ça? On voit un petit Mickey qui arrive devant l'écran, et puis qui fait un petit coucou, puis qui s'en va. Voilà, petite signature de René Charles sur la copie. Évidemment, ça va à l'encontre de toutes les règles de restauration, mais ça décrit un petit peu le personnage qui, lui, faisait ça pour son plaisir. Il s'en fichait de savoir si le film était rare ou pas rare, ou lui, il l'avait trouvé, c'était à lui, ça lui plaisait, et il l'améliorait, il apportait sa petite touche. Histoire croisée de cinéma. Alain Esméry, 6e témoin, a filmé René Charles en 1990. J'ai rencontré René Charles parce qu'il réalisait des films amateurs de dessins animés qu'il faisait sur les pieds nickelés, qui était sa passion depuis l'enfance, c'est ce qu'il m'avait raconté. Et donc, à ma grande surprise, René Charles est le seul cinéaste amateur que j'ai rencontré qui réalisait des films en 35 mm. Les cinéastes amateurs réalisent toujours des films sur ce qu'on appelle les subformats, 8, Super 8, 9,5, 16 mm. Lui, sans problème, il réalisait des films en 35 mm. Mais c'était aussi des films uniques, puisqu'a priori, il dessinait directement sur la pellicule le dessin animé. Je le voyais de 3/4 d'eau. Il était devant cette machine, donc il allumait la lampe et il actionnait. Ce qui me fascinait, c'est cette manette. Il actionnait et à ce moment-là... Bonjour monsieur. Bonjour Pierrette. Alors, qu'est-ce que vous regardez? Et je regarde, je suis installé à la machine de René et je regarde là un petit film 35 mm qui est issu de la collection que lui et vous avez pu sauvegarder. Oui. Hein, plus lui que moi. Oui, oui. Moi, j'ai souvenir, quand on parlait de sa passion de cinéaste amateur, donc sa réalisation de dessins animés sur les pieds nickelés, il me disait j'ai une script qui est parfaite. Il parlait de vous. Parce que il me disait... Qu'est-ce que vient de passer? Il disait, parfois,
perds un peu la mémoire et puis j'avance, mais c'est ma femme, Pierrette, qui me fait remarquer que c'est pas la bonne couleur, c'est pas le bon détail. Et donc, d'une certaine façon, il s'appuyait beaucoup sur vous pour ça. Oui, mais pour les couleurs, d'accord, il m'écoutait, mais pour le reste, pour s'appliquer à dessiner, mais il travaillait comme un cochon. Et toujours, je lui dis, mais ça, ce serait bien si tu t'appliquais. Alors il dit, toi, il faut que ce soit au millième de millimètre. Et ben j'ai dit, mais c'est comme ça qu'il faut travailler. Mais lui, il avait son truc, et puis vas-y, comme ça, la main levée, et puis basta, quoi. Parce que vous dites, vous l'avez vu avec le petit... Le cache, oui. Le petit cache. Mais c'était pour faire bien. Parce que tout seul, non, il avait son image et puis il tirait, les 4 perfos, fait son dessin, c'est bien ou c'est pas bien, puis voilà, quoi. J'appréciais ce qu'il trouvait. Ça, je l'appréciais. Parce que moi, j'en suis incapable. Mais après, pour la perfection, alors là, c'est une autre histoire. Et puis, avec les professionnels... Le bruit, vous l'entendiez ? Ah ben, c'est selon où j'étais. Non, mais ça ne me gênait pas. Ah non, je n'ai jamais... Ça ressemble un peu à une machine à coudre, hein, d'ailleurs. Ah oui, peut-être, oui. Mes personnages favoris ont toujours été les pieds nickelés, plus un personnage de mon invention qui est Nébulus le fantôme. C'est un beau fantôme, puisque les pieds nickelés, à l'origine, c'était des gangsters, quoi. Le bon fantôme remet les pieds nickelés toujours dans le droit chemin. C'est que René a fait ses films d'animation, avec le petit personnage de Nébulus et des pieds nickelés, mais aussi il a fait des films. Et il a fait par exemple un film, parce que René Charles était à un moment donné de sa vie militaire de carrière, et il a été 2 ou 3 fois en Algérie, au moment de la guerre d'Algérie. Et il a fait un film qui s'intitule « Ma guerre d'Algérie ». Ce que je vois à travers ce film, et pour en avoir vu d'autres de René, c'est qu'en fait, c'est une piste qui est très intéressante à explorer, me semble-t-il, c'est que le cinéma de René Charles, a beaucoup à voir avec ce qu'on appelle l'art brut. C'est-à-dire, il y a un point de vue souvent d'autodidacte, il y a une grande maladresse si on pensait que... mais en fait, ça n'a rien à voir avec la maladresse. Il y a des angles très, très, très étonnants que personne ne se permettrait normalement dans une écriture cinématographique traditionnelle. Il mélange beaucoup de choses, ce qui fait dire qu'à travers ce rapport un peu d'autodidacte qu'il a comme approche du cinéma, c'est une approche en même temps qu'il va contrarier avec une grande, grande, grande liberté qui va faire que le cinéma d'animation, la pixelation, la prise de vue réelle, les raccords, mais alors vraiment extrêmement peu élaborés, font que toutes ces formes cinématographiques ont un sens et fabriquent un récit. Et c'est ça qui est très, très intéressant dans l'écriture des films de René, et principalement dans les films qu'il a fait en Algérie. Et en ce sens, on peut dire qu'il y a un point de vue d'auteur. Dans notre chair noire, dans nos prunelles, cet éclat incertain, dans nos prunelles. Sous l'occupation, les archives de la Cinémathèque ont été saisies. Les nazis ont tout emporté, mais ils ont laissé la caméra de Méliès. Pourquoi ? Parce que c'était une boîte en bois. Ils se sont dit que voilà. L'ignorance a sauvé
ce trésor national. C'est merveilleux. Et Charles a fait pareil dans un sens. Il s'est dit, avec certainement peu de moyens, il a récupéré à gauche, à droite, avec son propre argent, souvent qui lui aurait permis par ailleurs de se construire certainement une très grande maison. Non, il a préféré acheter, voilà, et parcourir les campagnes, dépenser une énergie folle pour sauver des films et pour sauver des appareils. C'est exactement la même démarche qu'Henri Langlois, et je ne crois pas qu'on puisse dire qu'Henri Langlois n'a pas eu une démarche patrimoniale. C'est évidemment le sens profond de sa démarche qui était d'inscrire le cinéma non seulement comme un art, ce qui était encore l'objet de débat dans les années 30, mais aussi comme un sujet de musée. J'ai pris conscience de la grande valeur de ce patrimoine lorsque j'ai contacté par correspondance Henri Langlois. C'était dans les années 50 et j'habitais Colmar. Enfin, j'étais en garnison à Colmar à l'époque. Alors là, Henri Langlois m'a demandé les titres de mes films. Naturellement, je lui ai donné les principaux. Et alors, parmi ces titres-là, il figurait pas mal de films qu'il, lui, n'avait pas pu sauver et qu'il savait très bien qu'il n'existait nulle part. C'était, par exemple, l'exemple de La mort du soleil de Germaine Dulac, tourné en 1921. Et alors, donc, après ces rencontres-là avec Henri Langlois, je me suis quand même rendu compte que j'avais sauvé beaucoup de grands films perdus par ailleurs. Alors moi, je rends hommage à tous les collectionneurs, parce que c'est vrai que j'en ai été un, je suis un peu toujours, mais sans eux, il n'y aurait pas de films sauvés, parce que toutes les démarches pour sauver des films durant les années 20 et 30 sont des démarches de particuliers. Moi, quand j'avais 11 ans, mes parents avaient dit, maintenant t'es assez grand, tu peux aller au cinéma tout seul, il n'y en avait qu'un, Arvel. Alors j'y étais, et puis je regardais les films, je venais pour ça. Je payais ma petite place, je regardais les films, on se mettait tout à fait devant pour voir plus près. Et puis, un jour quand même, ça m'a intrigué, je regardais derrière, comme ça se faisait la cabine de projection, puis une journée, j'ai vu, c'est passé d'un trou, d'une fenêtre de projection, d'un trou à un autre. J'ai dit, comment ça se fait ça? Alors ça m'avait frappé. Quand la séance a été finie, je suis monté voir à la salle, enfin à la cabine de projection, et le gars est en train de régler quelque chose. Il me dit, qu'est-ce que tu veux, ton bonhomme? Alors je lui dis, je voudrais voir comment ça marche. Et il rentre dedans, il dit, si ça t'intéresse. Ah ben, il aurait mieux fait de pas dire ça. Il ne pouvait plus me faire sortir après. Toute la passion de Guy Gourceau est concentrée dans ce mini-studio de projection conçu par lui. Depuis qu'il s'est séparé de sa collection il y a 15 ans, il a accumulé ici, de nouveau, un même bric-à-brac et y a répété inlassablement les gestes du projectionniste appris en 1948. J'ai l'impression d'être dans une exposition de sculpture avec toutes les formes que prennent ces appareils. Oui, parce qu'en somme, ils sont aucun pareil. Ouais. Oui, puis comme pour les sculptures où les gens sont immobiles, on peut imaginer que tous ces appareils, ils ont bougé, ils ont tourné, et d'un seul coup, ils sont figés, immobiles. Là, ils attendent le bon vouloir de quelqu'un pour les reprendre, les faire revivre. Parce qu'ils ont, en quelque sorte, tous fonctionné. Il a fait de sorte à ce qu'ils fonctionnent tous. Pierrette Charles, à cet instant, formule explicitement ce que murmurent les fantômes. Elle devient le porte-parole de ces morts vivants, locataires incertains d'un étrange purgatoire. Elle exprime leur espoir de reprendre du service et de refaire un jour la joie du public. Ah bon? Moi j'aurais mis celui-là, c'est un pâté 24. J'ai su sur un catalogue. L'enquête se clôt dans la lumière naissante du printemps 2011. Passerelle Corto Maltese. Tandis que les chuchotis des fantômes du hangar continuent de résonner dans le cabinet de curiosité. Que ça prenne de son essor comme il faut. La truite qui vient de sauter là par contre, c'est un de sujet ça.
La dénoiseur monzo. Il ira pêcher ses petits. La démon. Sur les routes de chemin en chemin, éternel vagabond coûte que coûte, nous repartons vers d'autres lendemains, enfants de la vallée, amoureux du grand air, nous avons notre étau pour capitale, pour clocher l'univers. Un jour nous venons au monde sur les grands chemins et nous entrons dans la ronde, c'est notre destin. Sans répit par tous les temps, sous la pluie, dans le vent ou sous le soleil brûlant, nous allons de l'avant. Toujours sur les routes de chemin en chemin, éternel vagabond coûte que coûte, nous repartons vers d'autres lendemains, enfants de la valeur, amoureux du grand air, nous avons notre étau pour capitale, pour clocher l'univers. Sur la route qui serpente jusqu'à l'horizon, dans chaque roulotte on chante la même chanson, un refrain clair et joyeux qui s'éteint peu à peu, puis se perd dans le lointain, la marche des forains, toujours sur les routes de chemin en chemin, éternel vagabond que nous repartons vers d'autres lendemains, enfants de la valeur, amoureux du grand air, nous avons notre étau pour capitale, pour clocher l'univers, toujours sur les routes de chemin en chemin, éternel vagabond que